organisé par Maestro. Ce soir, on a le plaisir d'avoir les deux frères Atlan, Benjamin et Samuel. Merci beaucoup, accompagnés de Tom Nguyen, qui a créé Around. Donc, ils vont nous parler de tout ça dans un petit moment. Très rapidement, je vais me présenter. Je suis Clément Garrigue. Je fais partie de la dernière promo, la promo 3 de John Maestro. Avant ça, j'ai commencé rapidement en finance. J'ai monté une startup dans le travel qui s'appelait Flyoff sur les voyages spontanés. Et plus récemment, je suis consultant freelance en innovation, principalement dans le retail et dans le travel, en train donc de me reconvertir sur le produit. Et en parallèle, j'ai un side project sur la déconnexion. Donc, si jamais vous passez trop de temps devant votre portable, vous pouvez aller faire un tour sur deadbox.com. Voilà. Un petit mot sur toi, Héloïse? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être connectés. Je suis super contente de travailler avec vous ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup de maestros connectés, donc je ne vais pas trop m'épancher longtemps, mais un petit mot parce qu'on fait quand même ce webinaire dans le cadre de Maestro, qui est donc un bootcamp et une formation pour former les meilleurs profils vers le métier de PM. Donc, je vous dirai plus un petit mot à la fin, mais voilà, c'est dans ce cadre de Maestro qu'on fait ce webinaire. Et je te redonne la parole, Clément. Super, merci beaucoup. Alors, ce soir, le programme en 4 parties. On va commencer par parler de la posture donc, de Product Manager. Voilà, ce sera le plus itératif possible, interactif possible. On a de la chance d'avoir 3 intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions n'importe quand dans le chat ou carrément en interrompant la conversation. Deuxième partie, donc on rentrera dans le cœur du sujet, le quotidien du PM. Et puis, on abordera aussi un peu le process de recrutement, des tips de recrutement qui vont pouvoir nous donner avec leur super expérience. Il y aura du spoiler. Avant de voir aussi l'impact de la crise sur le milieu. Voilà. Donc, Tom, si tu veux te présenter, la parole est à toi. Trop cool. Merci à tous. Je vais essayer de ne pas en dire trop et d'être trop long parce que je trouve que les intros, c'est souvent trop long. Moi, j'ai un background d'ingé. Donc, à la base, j'ai appris à coder pendant 5 ans dans une grande école qui s'appelle Epitech. Et j'ai jamais codé en sortant d'Epitech parce que ça ne m'intéressait pas et que je préférais passer du temps à à concevoir en tout cas la solution qu'à la construire. Et c'est assez rapidement, j'ai fait un peu de gestion de projet, un peu de UX, et c'est très naturellement que je suis tombé dans le produit. On vous en reparlera tout à l'heure. Et j'ai eu ma première expérience produit en fait avec Benjamin, que j'ai rejoint chez Weekendesk. Première expérience produit. Et s'il y a des personnes aussi qui veulent avoir leur première expérience, j'ai un avis assez tranché là-dessus. On pourra revenir aussi de comment trouver une bonne expérience produit en tant que premier job. Assez rapidement, au bout d'1 an, peut-être même 1 an et demi, je suis parti pour monter ma propre boîte où je pense qu'il y a un énorme parallèle. Samuel, Benjamin et moi, on est tous des entrepreneurs ou ex-entrepreneurs, donc on peut faire très rapidement le parallèle avec la vie produit. Et j'espère qu'on pourra vous inspirer grandement à ce sujet-là ou en tout cas partager notre retour d'expérience. Et plus dernièrement, sinon, j'ai travaillé pour l'application Sibel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent et qui l'ont utilisée. C'est une application de podcast et de séries audio. Et si vous l'avez utilisée et que vous l'avez trouvé cool, je suis très content. Sinon, je suis très triste et je vous mettrai en relation avec le nouveau product manager là-bas puisque je viens de les quitter. Voilà. Top. Merci beaucoup. On va passer la parole du coup à Ben. Je te remercie. Je suis très content d'être avec vous en tout cas ce soir. Donc moi j'ai un parcours, je suis un peu plus vieux que mes 2 acolytes là, mais j'ai un parcours un peu plus long. Donc du coup moi je suis aussi ingénieur comme Tom. La différence de Tom, c'est que moi j'adore coder, j'adore en plus le design et j'adore par-dessus tout le côté business. Donc du coup, je sais pas trop comment vraiment me positionner dans mon école d'ingé. Donc quand j'ai fait mon double cursus Paris-San Francisco, c'était un peu compliqué de me positionner réellement. Donc j'ai créé ma boîte tout de suite. C'était une boîte de 10, on avait 10 personnes, mais c'était une agence digitale. On avait une dominante en Ruby on Rails à l'époque, que j'ai gardé un petit moment, que j'ai fail, qu'on a arrêté. Ensuite, j'ai du coup remonté une deuxième boîte qui s'appelle SportHub, où là, en fait, j'ai enfin mis un nom sur ce que je faisais, en fait, ce que j'adorais faire pour mes clients d'avant.
C'est-à-dire que je faisais à la fois du code, à la fois je faisais du coup de la conception, je faisais du développement pur et du design. Donc du coup, je me disais, c'est absolument cool de faire un peu ça. Et en fait, ça s'appelle PM. Je savais pas que ça s'appelait comme ça depuis tout ce temps et j'ai mis un nom enfin sur ce que je faisais. C'est une boîte qu'on a revendue derrière à So Press, donc So Food, Society, etc. Pour la petite histoire. Et ensuite, je suis devenu du coup CPO chez Addictive, qui est une régie publicitaire. Ça a duré un peu plus de 2 ans. Après, crise de foi dans la publicité, où je ne pouvais plus supporter ce monde-là. Et donc, du coup, je suis parti dans un monde un peu plus marrant qui était du coup le voyage. Donc, tu connais visiblement Clément. Et du coup, après ça, donc là, c'est là que j'ai rencontré Tom. Et j'ai d'ailleurs Ouais, tellement kiffé ce qu'il a fait que j'ai investi dans sa boîte. Et donc, j'étais carrément. advisor, ouais, carrément, dans plusieurs autres boîtes d'ailleurs. Et ensuite, donc, je suis devenu directeur produit chez Itch. Et pour la petite histoire, on en parlera un peu plus tard. Je suis aussi devenu chauffeur. Donc, j'ai ma carte de chauffeur. Et je peux Génial. vous pouvez tomber sur moi si. Non, je rigole, mais en tout cas, je peux être chauffeur. Donc, techniquement, je pourrais l'être. Et depuis peu, là, je me lance dans une nouvelle aventure qui est, voilà, je vais aider les startups à scaler sereinement par le produit, par les outils et par l'organisation et les process. Voilà, pour me D'accord. En indépendant en indépendant. Ouais. Ouais, génial. On Trop pourra en bien. parler si tu veux. Avec plaisir. Sam, la parole est à toi. Pardon, je suis passé trop vite. Hop. Nickel. Vous m'entendez? Impeccable. Ok, nickel. Du coup, on va commencer tout en haut à gauche, où en fait, j'ai finalement été. Ma première expérience avec le produit, c'était dans la boîte de Ben, qui est le Wattman. Tout à l'heure, vous avez pu voir voilà, qu'il avait monté sa boîte. Et en fait, j'ai découvert le rôle de product owner. Donc, c'était une espèce de casquette. Donc, moi, j'étais chef de projet. Et en fait, il y avait ce rôle de product owner dans les projets, qui était de défendre le client et de faire en sorte de faire avancer les choses, tout en défendant le client pendant tout le process de création de l'application, du site. C'est ce qu'on vendait. Donc, ça a été un peu comme un crush. Et au début, c'était pas vraiment un métier. Donc, ça, c'était en 2013. C'était en 2012 même. C'était pas vraiment un métier, en tout cas en France. C'était plus un rôle. Et c'était Ouais. encore vraiment ancré dans l'agile. Et donc, moi, ma recherche personnelle, mon développement personnel m'a amené à me dire, OK, il n'y a pas vraiment de métier sur Terre pour moi. Mais le PO, ça a l'air d'être cool, mais c'est pas encore un métier. Donc, moi, je recherchais des jobs en me disant, OK, PO, ça a l'air intéressant, mais il n'y a pas de métier. Chef de projet, ça me correspond à peu près. Et donc, j'ai commencé à avancer. J'ai créé une boîte qui s'appelait SOS Ragnagna, qui était une livraison de tampons et de serviettes dans l'heure dans Paris. J'ai avancé, j'ai fail, j'ai pas réussi à scale. Ensuite, j'ai intégré Addictive, la même boîte où il y avait Ben. Donc, c'était improbable, mais voilà, on aime bien croiser nos parcours. Juré, j'ai pas pistonné. Ouais. Et donc là, je suis rentré dans la team éditeur. Donc, c'est une régie publicitaire. Donc, il y a le côté éditeur et le côté annonceur. Je suis rentré dans la team éditeur. Et puis, j'arrêtais pas de faire des remontées produits. Ben, il a commencé à du coup, créer ce département-là. Et c'est là où je suis devenu officiellement product manager pour la première fois. Et donc, j'ai vu qu'il y avait la partie design, la partie développement, qu'il y avait cette partie business qui, moi, était inhérente, puisque finalement, on peut voir à droite que je viens du coup d'une école de commerce où j'ai fait de l'entrepreneuriat, toujours cette notion de généraliste. Ensuite, j'ai intégré Star of Service, Renovation Man en tant que CPO. Et dernièrement, j'ai créé une boîte pour aider les startups à diffuser le product management à l'intérieur de leur boîte, à créer les bons rituels et à aider les PM, en tout cas les personnes qui veulent devenir PM, à transitionner PM. Ce qui se passe sur la droite avec la partie contributeur, ça c'est simplement pour expliquer un petit peu tous les environnements dans lesquels j'infuse. Donc voilà, 42, le wagon, OpenOpal. Il y a aussi Join Maestro maintenant. Et ce qui est en bas, ça je le dis beaucoup, c'est j'écris sur ce qui m'entoure, sur les choses sur ce dont je me rends compte. Et ça me permet du coup d'améliorer mes réflexions. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à le faire. Avec Voilà. un article de notoriété publique sur Medines. Écoute, ça 500 000 ouais. vues. Pas mal. Génial. Merci beaucoup à tous les trois là pour vos présentations. Je vous propose du coup de rentrer un peu dans le vif du sujet en commençant par la posture du PM. Donc concrètement, c'est quelle posture par rapport aux autres jobs
Peut-être une première question. Donc, vous évoquiez tout à l'heure comment vous avez un peu découvert, parfois par hasard, le métier de PM. Qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui dans ce métier? Je vais commencer. Beaucoup de choses. Je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Parce que je suis le dernier arrivé, donc à moi l'honneur. Je suis le plus jeune. Je pense que ce qui est le plus intéressant et qui m'anime le plus, c'est le fait que ce soit jamais terminé. Avant de commencer le product, moi j'ai eu la chance de faire 6 mois en agence qui m'ont fait découvrir que le métier de chef de projet en agence, c'était pas fait pour moi. Pour la simple et unique raison que, vu qu'on t'alloue des ressources, on t'alloue un planning, on t'alloue un nombre de développeurs, un nombre de jours de design, on t'alloue un budget total, une deadline, il y a forcément un moment où tu dois faire primer le client au produit et où une fois que c'est terminé, c'est terminé, tu ne peux pas l'améliorer. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout cette notion d'amélioration en continu. Là où un produit comme Facebook, Airbnb, Snapchat, n'importe quoi, ils vont jamais être terminés. C'est-à-dire que les produits d'il y a 10 ans ne seront pas les mêmes que dans 10 ans parce que les besoins utilisateurs évoluent. Et je pense que c'est ça le plus excitant dans le métier, c'est on doit se réinventer chaque jour pour essayer de comprendre comment l'améliorer parce que c'est jamais terminé. Ok, top. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, j'avais justement cette autre question. Si on n'y connaît rien, c'est quoi la différence entre un PM et un chef de projet? Voilà, donc c'est cette notion pour toi, c'est cette notion d'évolution permanente C'est ça, du produit. un produit a un début et une fin, et un projet a un début et une fin, un produit a un début et n'a potentiellement jamais de fin. Et c'est vrai qu'avec Ben, quand on était en agence digitale, il y avait cette notion on voulait aider nos clients, donc on les aidait dans la partie définition de leurs besoins. Après, on devait ficher les choses, et au fur et à mesure, on avait des idées qui venaient pour améliorer leurs produits. Et c'était hyper frustrant parce que du coup, de temps en temps, on en rajoutait. Mais c'était frustrant de se dire, OK, on vous livre quelque chose, mais il y aurait tellement plus de trucs à faire et on pourrait tellement l'améliorer. Et il y avait cette notion où on se disait, mince, là, on peut plus les aider. En fait, on leur donne et après, c'est à eux, quoi. Et c'est à eux d'améliorer les choses, mais ils n'ont pas les compétences pour le faire. Donc, c'était très frustrant et je comprends ce que dit Tom, je le partage. C'est cette notion de pouvoir, de bout en bout, faire améliorer les choses. Avec une toute petite précision, c'est que le project management fait partie des compétences nécessaires pour faire du produit. C'est-à-dire que la gestion de projet, c'est un processus pour amener à bien un projet d'un point A à un point B avec une deadline, avec plein de choses. Et cette compétence, elle est inhérente au métier de product manager. C'est-à-dire qu'un product manager est obligé de faire de la gestion de projet. Tu as dans un produit au long terme, tu as peut-être des centaines de projets en fait. Et enfin des dizaines de centaines de milliers de projets, on s'en fout. Ça peut être un projet d'une journée, ça peut être un projet de 6 mois, ça peut être un projet de 2 mois, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que dans toute ta vie du produit, dans tout le cycle de vie de produit, tu vas avoir plein d'itérations qu'on peut considérer comme des projets. C'est là la différence. Et après, d'un point de vue purement historique, on appelle ça PO, PM, on a une grosse confusion sur le sujet, on a des gros avis avec Tom et Sam sur le sujet. Ouais. Mais globalement, c'est très historique. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où l'agilité est arrivée en France de manière assez populaire, où les gens connaissaient un peu ça, les dirigeants d'entreprise commençaient à comprendre le terme, etc., on a galvaudé un peu le terme de PM parce qu'on a mis, on a mis voilà, le nom PM à la place d'un PO, en fait. Et l'inverse est vrai aussi. Pourquoi? Parce que PO vient de l'agilité est devenue populaire à peu près au moment où le mot PM est devenu populaire, donc on a fait un amalgame important sur ce sujet-là. Globalement, le rôle de PO, c'est-à-dire plus projet, est inclus dans le terme PM. Voilà. Ça va être la différence. Mais attention, parce que beaucoup de gens l'utilisent pas comme il faut. En fait. Vachement intéressant. Super. Juste pour répondre à ta question de tout à Ouais. l'heure, ça m'intéresse d'y répondre parce que je trouve que moi, j'ai effectivement cette notion de projet, long terme, etc. C'est vrai. Mais moi, j'ai 2 choses qui m'animent dans le produit et c'est la raison pour laquelle j'ai migré vers le product management. Un, c'est le fait de vraiment fournir un produit que les gens vont utiliser. Ça me fait surtriper. Et ensuite, c'est le côté un peu assumer ce côté généraliste. Ça a été pendant très longtemps un problème pour moi de dire que finalement j'assumais ce côté généraliste parce que les gens attendent des spécialistes en France. Et donc du coup, en France, en tout cas dans la culture française, on veut des gens qui sont spécialisés dans un sujet. Et quand j'ai pu en fait pouvoir, avec un rôle bien clair, dire non, j'adore le design en fait, j'adore le product management, j'adore la gestion de projet, j'adore
le côté business. J'adore aussi le développement d'ailleurs. Et ben, en fait, de pouvoir mettre tous ces mots-là dans un seul mot et dans un seul rôle, ça a été très bénéfique pour moi en tout cas d'avoir ce nouveau mot. Trop bien, vachement clair. Merci beaucoup. Alors justement, ce serait quoi les mythes à déconstruire autour du PM pour bien clarifier la posture du job? Ce n'est pas un chef de projet. Ce n'est pas un chef de projet. Ce n'est pas un chef Ouais. de projet d'innovation non plus. C'est pas une boîte à idées. C'est pas un designer. C'est pas un développeur. Ce qui est sûr, c'est que c'est en aucun cas un manager au sens propre. C'est-à-dire qu'un product manager n'est en aucun cas le CEO du produit. Parce que ça voudrait dire qu'il pourrait prendre des décisions et imposer des directives aux personnes avec lesquelles elle travaille. Là où, pour moi, le meilleur adjectif pour un product manager, c'est plutôt un chef d'orchestre, c'est un facilitateur, c'est une personne qui va faire en sorte que les collaborateurs avec lesquels ils travaillent soient dans la meilleure position possible pour eux exercer leur métier dans les meilleures conditions. Et quand on dit CEO du produit, ça fait vraiment… il y a un côté égo. Oui, tu vas pouvoir donner des ordres, les gens vont devoir te rendre des comptes, etc. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Pour moi, le product manager doit être celui qui a le moins d'ego et celui qui peut à tout moment se mettre dans la position de prendre la faute, même si elle ne vient pas directement de lui, pour éviter que certaines personnes se sentent mal ou accusées ou autre chose. Juste pour continuer là-dessus, dans ce qu'il faudrait déconstruire, en fait, il y a un terme qui est très mal utilisé, qui est ou entre compris, je pense, c'est le nom de product manager. Donc, par extension, on peut se dire qu'on va manager des gens. Or, c'est le seul métier où tu as beaucoup de… Enfin, tu as le mot manager dans ton titre, et tu ne gères pas des gens. Et donc, c'est très compliqué quand tu es chef de projet, chef de produit, ou product manager, de se dire que tu dois influencer les gens pour qu'ils fassent plaisir aux clients, entre guillemets, qu'ils fassent ce que le client attend, tout en n'ayant aucun rôle hiérarchique auprès des gens avec qui vont faire les choses. Donc ça, c'est compliqué, en fait. Il faut déconstruire ça. Il faut un peu enlever l'amalgame qui se fait. Et je pense que c'est important de le comprendre et que vous puissiez le comprendre. C'est très important. Bien rappeler ça aux gens qui ne le comprendraient pas. Complètement. Aux US, il me semble qu'ils ont le terme de IC, Individual Contributor, justement, qu'on n'a pas En fait, vraiment. dans un parcours, c'est ça, en fait, dans un parcours, en fait, de product manager, tu as plusieurs moments dans ta vie de product manager et tu as au départ ce rôle de IC, de Individual Contributor, et tu vas avoir petit à petit ce rôle de product manager, quoi. C'est-à-dire que tu vas commencer à devenir plus IC, mais manager de personnes. Ça marche, très clair. Alors, pardon, je reprends ma liste de petites questions. N'hésitez pas à dire si vous voulez descendre, reprendre des slides en particulier. Hein. Vous connaissez bien la presse tous les trois. Petite question. Pourquoi est-ce que ça peut être si difficile d'être comme rôle, pardon, justement parce que on bosse un petit peu avec tous les départements. On n'est pas forcément manager. Selon le type de boîte, selon la culture de la boîte, j'imagine que ça peut être assez difficile de gagner en crédibilité. Qu'est-ce que vous avez connu, vous? Comment est-ce que vous l'avez vécu? C'est très, très compliqué. Benjamin et moi, je pense qu'on a vécu ensemble, au sein de la même équipe, une expérience très troublante où on est rentré dans une nouvelle entreprise, donc qui était Weekendesk à l'époque, où le pôle produit avait perdu toutes ses lettres de noblesse. C'est-à-dire qu'on est arrivé, plus personne ne faisait confiance au produit, parce que ça faisait des mois que le pôle produit menait un peu en bateau tous les pôles en disant oui, on va faire ça, oui, il y a ça qui sort, mais non, on est occupé à faire ça, alors que bref, totalement différent. Donc on est arrivé et clairement, on ne nous prenait pas au sérieux du tout. Et ils se sont dit, ouais, c'est qui, c'est rigolo, ils viennent d'arriver, ils pensent qu'ils vont changer le monde. C'est bien drôle d'avoir des idées, mais on verra ce qu'ils réussissent à faire. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où on avait, je pense, 1001 portes fermées, pour de vrai, sans rire. Et on était un peu égaré dans le sens, OK, par où est-ce qu'on doit commencer? On a un énorme nœud, on doit commencer à le dérouler par un endroit.
Et notre meilleure solution, ça a été non pas de passer par la porte, mais par la fenêtre et de réussir à comprendre comment, avec le peu de temps qu'on avait devant nous, on pouvait créer un maximum de valeur. Et ici, la valeur, c'était non pas uniquement une valeur business, c'était une valeur de confiance et de montrer qu'on pouvait restaurer la confiance perdue des autres équipes envers le pôle produit, de dire « Hey, OK, vous ne nous avez pas spécialement aidé pour nos premiers chantiers, on a réussi à se débrouiller tout seul et regardez ce qu'on vous amène, des changements de KPI, de mindset, de plein de choses différentes, sans demander d'aide à personne. On n'a pas été là en train de quémander ouais, est-ce que tu pourrais me faire un report sur ça? Il faudrait que je vois telle étude dans le funnel de machin. » Pas du tout. On a été en mode no bullshit, on n'a parlé à personne. On a fait dans notre coin au tout début, pendant peut-être 1 ou 2 mois, des mini-sprints entre nous. On s'est dit, bon, bah là, il faudrait qu'on réussisse à craquer tel ou tel problème. Ça a fonctionné. Et c'est grâce à ça qu'on a recréé une communication en interne avec les autres pôles qui nous ont permis après de construire de bien plus grandes choses dans l'année qui a suivi. Donc, le plus gros problème là-dedans, c'est on n'est pas toujours dans une situation idéale où on est le Messie qui apporte toutes les bonnes solutions et que tout le monde écoute. C'est rarement le cas en fait. Mais il faut savoir se faire une place avec souvent son couteau et pas grand-chose d'autre. Oui, bah, super. Du coup, ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi les meilleurs amis du PM, par exemple en termes d'outils, de méthodes ou d'interlocuteurs? Déjà, c'est la sérénité déjà. Ton meilleur outil, c'est toi-même déjà, première chose. Non, je dis ça parce qu'en fait, souvent, tu dois faire preuve de patience. Et tu as aussi une qualité humaine qui est très importante chez le PM, c'est le soft skills au global, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une sorte d'écoute, d'empathie, mais aussi de savoir manager les expectations des différentes personnes que tu vas écouter ou que tu vas solliciter ou qui vont te solliciter. C'est assez difficile. Après, pour répondre à ta question, tu parlais d'outils, c'est ça, hein? Oui, outils, méthodes. Tu parlais du meilleur ami, c'est ça, hein? Et ouais, des meilleurs En gros, amis moi, j'aime en interne. bien parler du support, le customer support et les sales, c'est globalement, ils font partie des meilleurs amis pour moi du product. Et j'aime bien aussi, là on m'entend? Oui, Ouais, ok, super. Et j'aime bien aussi, du coup, en gros, placer le produit comme étant au centre de l'entreprise et donc customer support qui donne vers les clients. Et après, il y a la partie marketing qui peut aider et surtout la partie tech qui te permet qui te permet d'exister et de faire en sorte de répondre, de résoudre le problème de tes clients. Et donc, pour moi, c'est customer support et tech. Il y a un côté quand même aussi qu'il faut vraiment mentionner un moment. Ah, Tu peux mettre ça? je crois qu'on t'entend plus très bien, oui. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, on est dans la même pièce et du coup, on se mute mutuellement. Un des très bons amis en fait, que tu peux avoir au quotidien en tant que PM, c'est le fait de connaître sur le bout des ongles ton business. Et ça, c'est un truc qui est très important parce qu'en fait, que tu le veuilles ou pas, on te considérera toujours comme la voix de ton client. Et donc, si en plus tu ne l'incarnes pas, c'est compliqué. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le monde de la publicité, parce que ça me gavait, mais plus au point. C'est la raison pour laquelle je suis allé chez Weekend Desk pour pouvoir utiliser un produit que je pouvais utiliser. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis devenu chauffeur chez Hitch, parce que j'avais besoin de comprendre en fait ce qu'on appelle le PITA, le pain in the ass, que d'être un chauffeur. Et je me suis rendu compte que c'était très dur en fait. Malgré le fait qu'on se dit, ah, ça, le mec, il a le cul vissé sur une chaise, sur un siège pendant toute une journée, en fait, en réalité, c'est très dur. D'un point de vue légal, c'est très dur d'un point de vue humain, c'est très dur d'un point de vue financier, sur plein d'égards, c'est très dur. Si jamais tu ne comprends pas et tu ne vis pas finalement ce que ton client ou tes clients vont vivre, ben, tu peux pas tu peux pas te mettre à la place de ce client-là et tu peux pas lui faire des fonctionnalités ou lui permettre aux gens de comprendre à quel point les fonctionnalités que tu vas sortir sont des fonctionnalités importantes. Très clair, top. Top. Du coup, ça m'amène à la partie suivante de notre intervention. Le quotidien, voilà, on rentre dans le cœur du sujet. Le quotidien, ça ressemble à quoi la relation entre un PM et son produit dans la vie de tous les jours? Donc, on peut peut-être commencer par comment est-ce que vous organisez votre temps de manière générale? Il
faut déjà voir, à mon avis, les choses en deux manières. C'est-à-dire, tu as quand même ce qui se passe en interne dans ton équipe et ce qui se passe aux yeux du monde. Et tu as plusieurs mondes, en fait. Tu as le monde des clients qui te regardent d'un point de vue extérieur, puis tu as les gens dans ta boîte qui ne sont pas dans ton équipe, mais qui te regardent un peu comme un partenaire, quoi. Donc, du coup, il faut bien dissocier ça. Et pour le coup, comment tu t'organises au quotidien, tu as un peu un temps pour tout, quoi. Il faut que tu organises ton temps sur tous les sujets de tes différents interlocuteurs. En tout cas, c'est mon premier élément. Après, je laisse Tam et Sam répondre. Mais... Très bien. En gros, donc tu parles du quotidien. Bah, voilà, ça c'était. Ouais. Pardon, j'avance trop vite. Ouais, non, mais ça c'est le quotidien d'un PM. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de. Moi, ce que j'aime faire, c'est des échanges informels, donc pas forcément des réunions, mais tu vas à la machine à café, puis tu commences à distiller. Déjà, tu vas choper des infos, et deuxièmement, tu commences à distiller les infos que toi, tu vas commencer à mettre dans les prochaines réunions où il y aura des décisions à prendre, ce qui te permet du coup de commencer à avoir de l'influence. Il y a beaucoup de cette notion d'influence dans la partie produit aussi. Et après, voilà, des wireframes, des ajustements avec les techs. Moi, je prenais une demi-journée par semaine, notamment quand j'étais chez Renovation Man, une demi-journée par semaine où je prenais une oreillette et j'allais avec les sales et j'allais écouter ce qui se passait, comment les questions que les clients y posaient, le discours qui était donné, les problèmes qu'il pouvait y avoir niveau customer support. Et ça m'importait en fait pour bien comprendre quelle était l'expérience des clients. Et moi, derrière, ça pouvait aussi me donner des billes pour, quand on devait construire tel ou tel produit, ça me donnait des billes pour rajouter des garde-fous ou pour rajouter des solutions qui permettaient de répondre à des problèmes. Donc voilà, c'est ça. Top. Merci. Tu veux peut-être dire un mot, Tom? Je pense que j'ai rien de particulier à ajouter. Ce que dit Samuel est très vrai. Pareil, nous, chez Weekendesk, on devait faire des écoutes aussi au service client pour essayer de comprendre et de se mettre dans les pompes des personnes qui utilisaient notre produit. Il y a d'autres types de manières d'avoir ce genre d'insight. Le guérilla testing, par exemple, c'est sortir dans la rue, aller demander aux gens d'utiliser l'application sur leur téléphone, dans leurs conditions réelles. Tu fais la queue au Starbucks, au McDo, tu demandes à la personne « Hey, est-ce que tu as 5 minutes ?» Tu es dans la queue, de toute façon, tu es en train de perdre du temps. Je te paye ton coup à boire ou ton repas si tu me donnes vraiment 5 ou 10 minutes. Et tu lui demandes de tester l'app pendant qu'elle fait la queue. Elle n'a pas le temps, elle a sa petite fissure en haut de son téléphone, etc. Enfin, vraiment, des conditions réelles. Et quand tu vois une personne utiliser ton produit, c'est une mine d'or réellement pour essayer de comprendre comment est-ce que les personnes, dans quel cas elles vont l'utiliser. Et c'est typiquement quelque chose qui doit faire partie de ton quotidien de PM parce que tout ne peut pas passer par des analytics et des grands graphes, etc. Il faut à la fois de contenu qualitatif et quantitatif en termes de data pour améliorer ton produit. Donc, c'est ça qui est incroyable dans notre quotidien, c'est qu'aucune journée se ressemble et c'est vraiment, je pense, le plus séduisant dans notre job. Oui. Il y a une slide qui est pas mal sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu peux l'afficher. C'est une slide qui est un petit peu sombre. Et tu as un triangle. Tu peux revenir. Hop. Tu remontes. Hop. Voilà, ouais, le 28. Sombre, là, c'est celle-là. 28, super. Tac. En fait, pour résumer tout ça, ce serait de dire qu'en fait, tu dois balancer ton temps entre ces trois grandes familles d'activités, c'est-à-dire écouter, prioriser et construire. Et donc, du coup, il faut que tu sois un peu schizophrène dans ton approche, c'est-à-dire à la fois réussir à écouter de manière extrêmement profonde et comprendre de manière profonde les choses. Ensuite, prioriser, c'est parfois faire le boucher. Le plus dur dans notre métier, c'est pas tellement de construire, c'est de déconstruire et de casser, quoi. C'est vraiment, ça fait mal au cœur parfois, mais il faut le faire. Et côté construire, c'est parfois, comme tu disais, toi, Tom, c'est faire le chef d'orchestre, être diplomate, essayer de comprendre. On verra plus tard, je pense que ça va y venir, mais dire non avec diplomatie, c'est très difficile. Et faire en sorte que, voilà, de diriger un peu le tout pour qu'il y ait une cohérence, tout ça. Donc ça, c'est essayer de régulièrement dans ta semaine, diviser ton temps en 3 pour que chaque fois tu remplisses ces missions-là. Okay. On n'est pas schizophrène quand on est PM, vous inquiétez pas. Non, c'est pas ce que je voulais dire, évidemment. Et donc, justement, vous rapportez à qui en tant que PM? Peut-être que Ça dépend de la structure. Ça dépend de la structure. Typiquement, moi, quand je suis rentré chez Weekendesk, je reportais au lead product de mon pôle. Donc là, c'était Benjamin.
Ouais. Dans des plus petites boîtes que j'ai pu intégrer par la suite, tu peux reporter directement au CEO ou tu peux reporter directement en tout cas à un C-level. Généralement, quand tu es le premier PM, tu fais partie de manière directe ou indirecte du comité de direction. Je peux l'appeler comme vous voulez, il y a un milliard de moyens. En tout cas, ce qui est le plus important à comprendre, c'est que ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est vrai, on est l'avocat de la personne manquante dans la pièce, c'est l'utilisateur. Et souvent, ce qu'on attend du PM quand il est tout seul, quand c'est le first PM ou le seul, enfin qu'il soit le premier, de toute façon, ou le seul, même si c'était plusieurs avant, c'est de tenir tête aux autres managers, leaders d'autres pôles pour faire entendre la voix de l'utilisateur et de dire, OK, il y a des choses sur le feu au marketing, au contenu, à la tech, etc. Mais le client est roi et je suis son représentant légal. Donc, le but, souvent, c'est de venir au contact avec le CEO ou les autres C-level pour faire entendre vraiment les vrais problèmes que les utilisateurs rencontrent. Et c'est notre rôle. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essuyer un peu les plâtres, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument connaître votre business sur le bout des ongles, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va te dire que tu es loyal, enfin, que tu pas loyal, mais tu es légitime, pardon, ou pas à dire les choses. Quand moi, à la tour de la table chez Hitch, je disais non, écoute, moi je suis chauffeur, je peux te dire que c'est comme ça. Je suis sûr que ça change la donne, quoi. Parce que quelqu'un qui va arriver, débarquer en disant ah, non, mais ce serait bien que, je pense que là, quand tu arrives et que tu connais la réalité du terrain et que c'est légitime que tu en parles, concrètement, les regards et les débats changent très très vite de trucs. Et d'ailleurs, hein, Tom, tu disais très bien ça. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans une pièce pendant quelques mois pour pas montrer ce qu'on faisait et qu'on a fait ça un peu en sous-marin jusqu'à montrer les choses? Parce qu'on avait un CEO qui était assez toxique et qui, parce qu'il avait une expérience importante du voyage, rendait, si vous voulez, les débats stériles parce qu'il pensait tout savoir. Et donc, au final, on a réussi à déconstruire ça par l'exemple et par la preuve un peu. Mais ça a été très, 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 très dur. Il y a une notion qu'on a affichée, je ne sais pas où, mais il y a la notion de HIPPO, H-I-P-O, je ne sais plus exactement où c'est écrit. Je ne sais pas si on le met. Si on l'avait écrit, alors, je ne sais plus où. Et en fait, c'est souvent, en fait, on appelle ça le syndrome de HIPPO, c'est le highest paid person opinion. Il faut faire attention à ne jamais succomber au fait que c'est lui qui est souvent le mieux payé qui parle et qu'on écoute parce que c'est souvent lui qui a la connaissance la plus importante. Ouais, c'est la 19. C'est souvent lui qu'on écoute. C'est la 19. Et qui finalement fait un peu légion et un peu autorité. Or, il faut absolument l'éviter et il faut utiliser de tact parfois pour lui dire que c'est pas vrai ce qu'il raconte. Ouais, et toute l'équipe peut participer. La tech, Exactement, le design aussi. C'est pour ça qu'on et surtout, il doit participer à ça. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle dans ce slide-là de Product Framework. C'est justement pour essayer d'éviter toute discussion inutile. Pour pouvoir résoudre de bons problèmes, éviter le HIPPO et apporter la bonne solution, on suit très régulièrement un framework produit qui va vous faciliter la vie, mais à tout égard au quotidien. Est-ce que dans ce sens, on peut qualifier, selon vous, le PM d'un métier à impact? Par exemple, par rapport justement à ce pouvoir qu'il peut avoir sur le CEO, comment ça peut impacter la vision, le fait de réussir à prendre ce recul, peu importe la hiérarchie. C'est une des raisons pour lesquelles ce job m'a beaucoup attiré, c'est que tu vas avoir un impact, tu ne vas pas être forcément un pion et tu vas apporter quelque chose, tu vas construire, tu vas amener l'entreprise dans une direction particulière, évidemment avec les autres, et c'est ça le but. Mais oui, en tout cas, c'est clairement un métier à impact. Juste, je rajouterai une chose, c'est que c'est un impact qui est direct ou indirect, selon le business dans lequel tu peux te trouver, la ligne de business dans laquelle tu peux te trouver. Il se peut que tu aies un impact direct parce que tu travailles au product, mais à la cellule customer, et peut-être indirect que tu vas te retrouver en travaillant avec du B2B et ta ligne de business va faire que les produits que tu vas sortir vont avoir un résultat dans X temps, ou d'ailleurs pas forcément des résultats directs. Il faut réussir à quand même montrer ce que tu fais, montrer les retours que tu as, même si ça ne génère pas de la valeur autant que telle dans l'entreprise. Oui, ok, très clair. Et alors, oui, souvent on en parle avec l'impact, pour aller un peu plus loin. Est-ce que vous voyez des sujets d'éthique qui apparaissent de plus en plus sur le job de PM?
Allô? Tom, Ouais. tu voulais parler ou non? C'est un sujet qui arrive de plus en plus. Déjà, en parlant de ce qui tourne autour du produit, il y a l'accessibilité qui devient un sujet de plus en plus fort et la partie éthique qui est maintenant, tout le monde connaît le bouquin Hooked de Nir Eyal, qui est le fait d'accoutumer les gens à un produit qui fait que les gens y reviennent. Et ben ça, c'est une notion psychologique et ça, le biais de ça, c'est que les gens, du coup, ils deviennent addicts à ton produit et ça crée une forme euh, qui est pas ouf d'accoutumance. Et du coup, l'objectif maintenant, c'est d'aller vers un produit éthique qui permet aux gens de se désengager à tout moment, qui permet aux gens d'utiliser le produit de façon normale. Et donc, oui, il y a de plus en plus cette philosophie de faire les choses pour le bien et pas pour l'argent ou pour l'utilisation. Et ça va clairement dans la partie impact, avoir de l'impact sur les utilisateurs et sur la société en général. Et je pense qu'il y a Fabrice Desmazeries avec Tiga qui en parle pas mal sur ce sujet-là, Ouais. et c'est assez intéressant l'approche qu'ils ont. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau métier qui est en train d'arriver, deux nouveaux métiers qui sont en train d'arriver, c'est le designer éthique. Et du coup, on parle de ce designer éthique justement pour qu'il y ait de l'ergonomie qui ne soit pas trop addictive, pas trop engageant, mais quand même suffisamment pour que ce soit un peu engageant quand même, que les gens puissent se déconnecter. On parle de droit à la déconnexion, c'est des sujets qui sont très importants dans nos métiers. Un petit exemple très intéressant sur ce qui s'est passé avec Hitch et Uber. Uber, par exemple, ils incitaient les chauffeurs à ne jamais se déconnecter de l'application, à enchaîner les courses, à enchaîner très fortement les courses, sans jamais s'arrêter. Et nous, justement, on incitait les gens à se déconnecter assez régulièrement pour que, enfin les chauffeurs, j'entends, pour que justement ils se reposent éventuellement et qu'ils aillent voir surtout ailleurs. Et en fait, ils se sont retrouvés Uber en procès parce qu'ils ont considéré du coup les gens, enfin les chauffeurs, enfin ils ont eu un procès en France, ils ont considéré un chauffeur comme étant un employé parce qu'il ne se déconnectait jamais. Et donc, vu qu'il incitait tout le temps à conduire, il avait cette notion d'employé en fait, en réalité. Et donc, ils ont reconsidéré son contrat comme étant un employé de chez Uber, et pas comme un contracteur. Tout ça pour dire que finalement, l'éthique est aussi arrivé grâce à la RGPD, où maintenant il y a des product managers RGPD qui sont en train d'arriver, qui ont un profil un petit peu juridique, un petit peu design, un petit peu PM, etc. Enfin, qui font que c'est ce genre de nouveaux métiers qui sont importants dans des boîtes qui sont quand même de taille importante, mais c'est effectivement des choses qui sont importantes. Trop bien. Trop bien. Merci pour toutes ces précisions. Alors, dans le quotidien, j'imagine, du PM, parfois, il doit faire grandir son équipe. Peut-être avant d'aborder la partie recrutement, vous pouvez donner quelques conseils sur comment est-ce que vous structurez comment est-ce que vous avez structuré vos équipes? Ouais, juste, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a une chose à garder en tête, c'est que candidater à un job de produit, c'est une chose. Être pris ou être rejeté, c'en est une autre. Le fait d'être rejeté, de ne pas être pris, en fait, c'est pas forcément parce que vous n'avez pas les compétences. Pour plein de raisons, il y a des notions de timing aussi. Vu que c'est un métier assez différent des autres, peut-être que vous avez les bonnes compétences, mais qu'à ce moment-là, on a besoin d'un PM qui est un peu plus tôt comme ci ou un peu plus tôt comme ça, ou qui a un background dans telle industrie, ou qui a peut-être une affinité un peu plus sur le design que sur la tech, etc. Il ne faut jamais prendre un refus dans le monde du produit comme OK, je suis nul, je ne sers à rien, je suis en reconversion professionnelle, peut-être que j'aurais jamais dû faire ça, c'est une mauvaise idée, etc. Il ne faut pas se décourager. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est moi, je recherchais un PM pour Cybelle. Je recherchais un PM junior. En vrai, j'avais aucun prérequis. Et j'ai reçu des profils grande école, les mines, Supélec, HEC, etc., mais qui ne m'ont pas plu. Ça m'a pas intéressé parce que j'avais besoin de quelqu'un un peu hands-on qui réfléchit outside of the box et qui avait tout simplement un esprit curieux et surtout autonome. Et je me suis retrouvé à recruter quelqu'un qui n'avait jamais fait le job de produit, qui avait fait une formation de 2 jours, qui était ex-office manager, ex-sales dans une boîte, dans une startup, qui connaissait simplement du digital, mais vraiment qui n'avait jamais touché le produit. Mais ce qui m'intéressait, c'était la personne, la motivation, le fait qu'elle soit trilingue, parce qu'on était sur un sujet, en plus, où on était sur un sujet d'internationalisation à ce moment-là. Et donc, c'était extrêmement intéressant d'avoir ce background-là multiculturel sur comment est-ce qu'on va adapter notre produit en Espagne, aux US, etc. Donc, pour moi, le plus important, c'est ce que disaient tout à l'heure Samuel et Benjamin, ils l'ont répété, c'est un métier généraliste
mais soyez toujours fiers de votre parcours parce qu'il n'y a pas que des PM qui sortent d'école d'ingé, qui sortent d'école de commerce. Tu as des PM qui sortent d'école de design, des PM qui viennent du service client, donc qui ont passé des 10 ans à répondre au téléphone dans des call centers et qui finissent par être product manager et qui deviennent généralement d'excellents product managers parce qu'ils connaissent les besoins des utilisateurs. Ils ont un énorme sens de l'empathie. Et l'idée, c'est ne soyez jamais, ne dégradez pas votre parcours. Toutes les compétences sont bonnes à prendre pour être un product. Et ce qui compte, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment d'avoir le bon mindset, d'être motivé, d'être curieux, d'être autonome et pas juste de savoir coder ou de savoir vendre. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Les soft skills, c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, c'est un petit peu un spoiler par rapport à ce qui va se passer après sur le recrutement, mais j'ai jamais pris quelqu'un parce qu'il avait pas, il connaissait pas tel ou tel logiciel ou tel outil ou tel machin. Jamais, jamais, jamais. En revanche, j'ai déjà refusé des gens parce qu'ils n'avaient pas le bon mindset ou le bon soft skills, qu'on peut dire, c'est un peu généraliste, mais ça m'est déjà arrivé de refuser quelqu'un parce qu'il n'avait pas le bon mindset, en tout cas, c'est sûr. Jamais parce qu'il connaissait Sketch ou Figma ou autre chose, je m'en fous. Plus difficile de changer un mindset que de faire apprendre un outil. Ouais. Ok, top. Bah, merci. Du coup, prochaine partie, process de recrutement. Alors, ouais. Avant de poser des questions, ouais. Je voudrais juste à main levée là, si quelqu'un peut lever la main sur le chat ou sur l'outil, qui est déjà en poste de PM aujourd'hui, qui a déjà trouvé un job de PM, qui est en train du coup. Je vois Julie. Ça tombe à pic, alors c'est-à-dire que c'est en cours là, il faut parler du process de recrutement. Non, c'est pour savoir comment on oriente les réponses. Ouais. Pas mal de candidats, du coup, on en déduit. Il y a de la place, vous inquiétez pas. C'est clair. Ok. Du coup, on va y aller pour la première question. Alors, on a vu que voilà, peut y avoir des profils atypiques. Clairement, c'est pas. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas fermé. C'est génial. S'il devait y avoir des profils un peu plus généralistes, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Une sorte de profil type, pardon, de PM. Votre mouton à 5 pattes. Premièrement, il doit absolument être empathique. C'est une première qualité importante. Organisé. Franchement, Benjamin, poli, mais c'est même. Ouais. Il doit avoir la dalle, que ce soit pour des feedbacks ou n'importe quoi. Il faut être obsédé d'avoir un produit parfait parce que ton produit ne sera jamais parfait. Mais en vrai, c'est la seule chose qui va faire en sorte que tu vas être un bon PM, c'est de jamais se suffire, de dire ouais, c'est bon, mon produit il est cool. Ton produit ne sera jamais parfait. Si Facebook n'est pas parfait, si Twitter n'est pas parfait, si Snap n'est pas parfait, ton produit ne sera jamais parfait. Il faut en être conscient. Du coup, ça fait penser à deux qualités très importantes. C'est le fait de ne pas avoir trop d'ego. Parce que quand tu mets de l'ego dans ce que tu fais et ce que tu sors, c'est chaud parce que tu peux te retrouver des fois un peu, enfin parfois même un peu blessé parce que voilà, ton sujet il doit être droppé. Ou, genre, ne mettez pas d'empathie là-dedans. Il n'y a aucune empathie. C'est pas parce que vous avez eu la meilleure idée du monde que c'est l'idée qu'il fallait avoir. Et donc, ça m'est arrivé, Tom, Sam aussi, hein, d'ailleurs, 1000 fois de sortir des projets, on en fait un truc, et puis finalement, quand tu es confronté au marché, c'est de la merde, il faut vite le dégager. C'est arrivé des dizaines de fois, et c'est normal. S'il n'y en a pas, c'est un problème. Ça veut dire que vous ne faites pas bien votre job. Donc voilà, allez-y, c'est pas grave si ça marche pas. Ensuite, il y a quoi d'autre comme qualité importante? C'est pour moi, j'allais dire politique. C'est pas politique, parce que c'est plutôt négatif comme terme, mais c'est plutôt dire les choses avec tact. Faire en sorte d'avoir une sorte d'énergie un peu positive avec les gens pour leur faire comprendre des trucs pas toujours faciles à comprendre, des choses qui sont dures humainement à dire, etc. Voilà, faut avoir de la diplomatie. Merci beaucoup, Céline. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est ça. Mais il faut pouvoir aller à la mêlée quand même. Il faut pouvoir rentrer dans l'art un peu des fois. C'est parce que souvent… Se battre pour ses convictions, pouvoir dire non au CEO, être capable de dire non au CEO, de lui dire ça va pas ou je suis pas d'accord.
C'est Ouais. pas facile, mais en général, les products, c'est des profils qui le font. J'ai déjà refusé Ok. typiquement des product managers en entretien qui avaient l'air très bons, mais un peu trop mous. Et au final, ce que ça peut impliquer, c'est que la personne elle peut être excellente, avoir des très bons skills. Et si le jour où il faut représenter et être l'avocat de l'utilisateur, elle s'écrase parce que c'est le CEO en face, moi, ça me dérange parce que ça veut dire que tu ne fais pas ton job d'avocat. Donc, c'est un peu la première mission qu'on a. Donc, clairement, c'est pas bon. Ok. Canon. Canon. Du coup, en termes de process d'entretien, qu'est-ce que vous pratiquez Oui, Sam? Ah ouais, et tu peux aller à la slide d'après, je pense qu'il y aura Ouais. ce qu'il te faut. Tac. Tac, tac, tu peux encore avancer. Alors, regarde juste à celle d'avant. Voilà, encore peut-être. Yes. Je vous en supplie, on déconstruit un truc tout de suite. C'est qu'un entretien n'est jamais, au grand jamais, une séduction unilatérale. Je vous en supplie, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le recruteur qui vous fait sentir que c'est à vous de séduire absolument, barrez-vous vite. C'est-à-dire que je ne perdez pas de temps, ça ne sert à rien. Ce n'est pas votre rôle de séduire absolument. Le but d'un entretien, c'est que ce soit mutuel et que vous ayez autant envie de venir que lui ait envie de vous recruter. Si jamais vous sentez que c'est unilatéral, barrez-vous, c'est-à-dire que la personne n'est pas prête à créer ce job-là, quoi. Non, mais vraiment, c'est important. J'ai senti dans plein d'entretiens que j'ai fait. C'est toujours vérifié ce que je dis. C'est toujours mutuel. Et pareil, si je suis un recruteur et que je vois que c'est à moi de donner envie à la personne, pareil, il n'y a pas de débat, ça va pas plus loin. Mais c'est très important que ce soit clair, ce sujet-là, avant de commencer à discuter des process. Déjà de base, il faut que ce soit sympa. Très clair. On va bien le noter. Ouais, du coup, le process, je vais commencer, je pense, parce que c'est le plus simple chez nous. Chez Cybelle, c'était un appel, screening, de motivation et purement, OK, est-ce que la personne en face, elle a l'air de s'être intéressée à mon produit? Est-ce qu'elle sait des choses sur mon produit? Est-ce qu'elle me pose des questions? Est-ce qu'elle a l'air curieuse? Est-ce que son parcours sur papier a l'air de se refléter un peu dans la manière dont elle présente ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est du mytho, entre guillemets? Et surtout, est-ce qu'il y a un potentiel fit humain où on sent que voilà, ça marche bien, l'échange est efficace? Après, c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais il y a un test technique qui, encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a aucun piège. On cherche à piéger personne. On cherche juste à savoir comment est-ce que vous réfléchissez et comment est-ce que vous allez prendre au sérieux ou pas cet exercice. Puis, il y a un meeting en personne, généralement une petite demi-heure, juste moi et la personne. Et si tout ça est validé, il y a un meeting avec 2 ou 3 random personnes de la boîte. Ça peut être des techs, ça peut être des marketing, ça peut être des contents, ça peut être n'importe qui, juste pour voir s'il y a vraiment un fit humain. Et en vrai, la personne, si elle arrive jusque-là, c'est quasiment plié. Ouais, donc il y a une validation du fit humain par le reste de l'équipe ou Je pense que tu peux du avancer la département, slide, carrément. Ouais. avancer dans 2 slides. Là, ce sera Ben et moi. Donc pour la partie, moi je fais la partie de gauche, Renovation Man. Moi quand j'ai dû recruter du coup une product designer, enfin un ou une, gros screen call où j'ai vraiment reçu pas mal de candidatures. Mon objectif avec ce screen call, c'est un peu comme Tom l'a dit, vérifier un petit peu la véracité des propos, pourquoi il faisait ce qu'il faisait, pourquoi le product, pourquoi Renovation Man, et puis voilà, essayer de comprendre, en savoir plus sur la personne. Moi, j'ai mis le paquet sur le call, parce que je me suis dit, je veux optimiser un petit peu ce travail-là. Donc, je prends du temps pour les calls. Donc, j'en ai eu genre, je sais pas, peut-être 100, entre 100 et 150, ce qui m'a permis ensuite d'envoyer des cas pratiques à assez peu de personnes, finalement. Et là, le cas pratique, c'est je vérifie la rigueur, je vérifie la manière de penser, je vérifie la capacité à trouver des solutions, la capacité à voir les détails, parce que voilà, c'est important pour moi. Et ensuite aussi, le côté rigoureux de terminer à l'heure, de rendre en temps et en heure. C'est bête, mais quand on a des deadlines, ça reste très important. Une fois qu'il y a ça, rencontre et explication du livrable, donc on se voit pour la première fois, finalement. On explique le cas pratique. On voit un petit peu, moi j'essaie de voir un petit peu le raisonnement.
Si on est arrivé jusque-là, en général, c'est qu'il y a quelque chose de cool qui se passe. J'essaie de voir le fil culturel personnel. Et ensuite, il y a un dash d'équipe avec voilà, toute l'équipe ou une partie de l'équipe. Toute l'équipe, hein, pour le coup, ce n'est pas que l'équipe produit tech, c'est vraiment toute l'équipe. Et après, il y a une rencontre des fondateurs. Ce qui est important pour moi, c'est que je récupère le feeling de chaque employé avec une note de 0 à 5 ou 0 à 10 sur ce feeling-là. Et après, pareil avec les fondateurs. Et ça me permet de donner un go-no-go. Voilà. L'idée, c'est de mettre le paquet sur la première partie pour ensuite avoir moins de personnes sur lesquelles focuser son temps. Si on doit avoir une notion de temps, on serait sur quelle échelle à peu près? Alors, moi, ce que j'ai fait, le screen call, entre le screen call et le go-no-go, on est sur, je sais pas, 10 jours. Ouais. Moi, je voulais que ce soit rapide et en général, c'est très intuitif. Tu le sais ou tu le sais pas. Mais, Génial. Et on répond quand on dit non? Ah ouais, on répond tout le temps. Hyper important. C'est tu fais clair. pas ce que tu veux qu'on te fasse, quoi. Chez Hitch, c'est presque pareil. Juste qu'on a formalisé un peu plus les choses, on a mis des noms sur plein de meetings. Faut savoir en fait une chose, c'est que chez Hitch, au moment où ça a été créé ça, il y avait quasiment 200 personnes, quasiment 6 recruteurs à temps plein, une personne de recrutement dédiée spécialement au produit. Donc voilà, juste pour vous donner un peu le contexte. Mais ça s'applique aussi, dans mon avis, dans une structure un peu plus petite. Donc déjà, il y a deux façons d'arriver dans le pipeline, dans le pool de consentis, pressentis PM. C'est soit tu appliques tout seul via le formulaire de recrutement, soit tu passes à un screening call parce que tu as été détecté par les recruteurs. Donc là, dans tous les cas, il y a une review de profil, on ping les bons PM qui sont en recherche de ce poste-là, en interne en tout cas, qui vérifient la personne, vérifient le parcours et puis qui disent oui ou non directement. Ensuite, du coup, il y a un screening ou un pré-screening, ça va dépendre après des profils et aussi des rôles qu'on attend. Où là, en fait, le but, il faut savoir que chez Hitch, il y a une énorme valeur qui est le remote. C'est une des seules boîtes en France qui fait du remote à ce point-là, quoi. Et donc, on a toute l'équipe, product, dev, design, etc., qui sont tous pour le coup en remote total. Et donc, du coup, il y a un bureau si on veut, pour information. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit tester absolument ça. Tout le monde n'est pas prêt, en tout cas, c'était à l'époque, avant le confinement, avant d'être obligé d'être en remote. Tout le monde n'était pas toujours prêt à faire du remote sciemment, en tout cas, consciemment même. Et donc, du coup, ça nous est arrivé assez vite de détecter qu'il y avait des gens qui étaient faits ou pas faits pour ça. Ensuite, il y avait donc, du coup, le value fit. Donc, on avait une grille d'évaluation sur les valeurs de Hitch. On a des valeurs chez Hitch. Et du coup, il faut comprendre très vite si les personnes sont en adéquation avec ces valeurs-là. C'est difficile de faire entrer un carré dans un rond et inversement. Ce qu'il faut, c'est que les gens fit aux valeurs de manière assez naturelle. Et si c'est forcé, ça ne marche pas. Donc, si cette étape-là passe, on passe à la partie numéro 2, qui est en fait la partie PM plus interview numéro 2, donc PM test et interview numéro 2. Donc, on envoie un test product. On tient beaucoup à envoyer un cas d'usage sur un sujet qu'on a déjà traité chez Hitch. Parce qu'on estime que on n'a pas envie de faire bosser les gens sur des features qui sont à apparaître, ce serait pas cool de le faire, et on n'aimerait pas le faire nous-mêmes. Donc du coup, test qui s'oriente en deux parties, deux étapes. Étape 1, dont je vous disais, le côté très feature, donc on demande à faire une feature avec quelques assets qu'on envoie, et deuxième partie qui est la partie plus business. Donc l'idée c'est de voir un peu la personne, comment est-ce qu'elle va réagir, connaître son marché, comment elle va se dépatouiller dans ce monde de brut du VTC. Là, très régulièrement, on se rend compte si la personne a daigné prendre un Uber ou un Hitch, ou en tout cas un VTC, et poser des questions à ce chauffeur pour un peu comprendre un peu le truc. Très vite, on le sait, hein. En 2 secondes, on peut le savoir. Donc, intéressez-vous vraiment, s'il vous plaît, au business dans lequel vous voulez aller. Parce que ça va vite se voir. Après, on passe à la partie on-site day. Donc, tous les gens qui sont chez Hitch aujourd'hui sont passés par ce on-site day. Donc, même les gens qui sont en remote passent par une journée sur site. Donc, on fait venir les gens tous qu'on pressent faire venir dans la boîte et passent une journée d'interview. Donc, ça commence par un welcome pack avec la partie plus RH. Et ensuite, on continue avec les stakeholders qui vont travailler de près ou de loin avec la personne.
Donc, en général, c'est, on va dire, 5-6 interviews dans la journée. Donc, c'est assez dense, malgré tout, parce que tu dois te répéter, etc. Donc, on essaye à chaque fois de pas trop faire répéter les gens. Parfois, c'est quand même difficile de faire autrement. Et on coupe ça par un lunch au milieu. Et à la fin, on lui donne l'occasion de débriefer sur ce que le candidat a vécu pendant cette journée-là. Ça nous donne aussi sa sensibilité à parler des choses à vif. Trop bien. Et à la fin, du coup, très vite, en fait, on n'attend pas trop, en fait. On donne un go, un no-go. Parce qu'on sait que cette attente-là est insupportable, donc on veut pas qu'elle soit trop longue. Et donc, du coup, on utilise des outils pour ça, pour faire des reporting assez vite, assez clairs. Notamment pendant l'Onside Day, on a un principe qui est de dire qu'on ne veut pas connaître la vie de tous les gens qui sont passés avant nous. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir si j'ai fait venir, par exemple, le Head of Design avant moi, je ne veux pas connaître son avis avant de voir la personne. Donc, on a un outil qui nous permet de pas savoir quelle est la vie de la personne d'avant, avant de l'écrire soi-même et de la publier. C'était un principe important chez nous, c'est qu'on soit hyper impartial. Voilà, et voilà, et après il y a Go, comme je sais plus si c'est Tom et Sam qui dit ça. En général, quand tu arrives au Onside Day, c'est très rare que tu sois recalé à ce moment-là, mais ça peut arriver. Ça marche. Pardon, voilà. Merci beaucoup, c'est vachement intéressant. Je vois le chrono qui tourne, donc peut-être la dernière question avant de repasser la parole à Héloïse. On a le temps ou Ouais, je pense qu'on va peut-être conclure. Comme Samuel l'a dit, les deadlines, c'est très important. Il faut savoir gérer les timings. Donc, pour tous vous libérer à l'heure, on va peut-être conclure. Moi, déjà, merci beaucoup, Samuel, Benjamin et Tom. C'était très intéressant. Surtout, ça montre que même si on n'est pas une formation produit, qu'on a appris ça en école, on peut devenir PM, et que c'est un métier surtout qui est nouveau et qui émerge, et que du coup, il n'y a pas forcément d'école qui existe, et que c'est aussi pour ça, du coup, pour faire une petite transition vers Maestro, qu'il y a cette formation qui existe. Pour vous dire un peu globalement ce que c'est Maestro. C'est donc un bootcamp où en 5 semaines, on te forme au métier de PM, et on ne te forme pas, nous, avec des cours théoriques. C'est vraiment des intervenants qui sont, eux, sur le terrain, qui sont PM de boîte tech, qui viennent te donner des cours. Donc c'est ça aussi la vraie force de Maestro, c'est de rencontrer plein d'intervenants différents. Vous pouvez voir d'ailleurs, là je vais mettre, si vous êtes d'accord, Benjamin, Samuel et Tom, ce petit webinaire sur notre page YouTube, mais vous avez plein d'autres talks qui sont retranscrits dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Et voilà, et la prochaine session de Maestro, c'est le 25 janvier. Donc s'il y en a qui parmi vous veulent s'inscrire, d'ailleurs je vais vous envoyer là dans le chat un petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur... Ah mince, je l'ai envoyé en privé avec Clément. À tout le monde, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Maestro, contactez-moi et on peut s'en parler plus longuement. Sur ce, il est pile 19h, donc c'est trop bien. On est hyper bon.